Nous passons une grande partie de notre vie à croire que nous connaissons les autres. Nous écoutons leurs récits, nous observons leurs gestes polis. Nous nous fions à leur réussite et à leurs promesses. Pourtant, ce que nous appelons le caractère ne se montre presque jamais dans ces moments-là. Il se cache, patient, silencieux, attendant une circonstance particulière pour apparaître. Le caractère véritable ne parle pas fort. Il se révèle quand les masques deviennent inutiles. L'être humain est remarquablement habile pour s'adapter, pour se présenter sous un jour acceptable, parfois même admirable. Mais dès que la situation vacille, dès qu'une tension surgit, quelque chose change, la voix hésite, le regard se dérobe ou au contraire s'affirme. C'est là que commence l'histoire intéressante, celle qui ne se raconte pas mais qui se vit. Comprendre quelqu'un, ce n'est pas accumuler des informations sur lui, c'est savoir reconnaître ces instants fragiles où il ne peut plus jouer un rôle. Il existe des moments précis où l'âme se dévoile malgré elle, non pas à travers de longues confessions, mais à travers des réponses brèves, presque instinctives. 2 questions seulement peuvent suffire à créer ce léger déséquilibre, salaud qui force l'authenticité à émerger. Ces questions ne sont pas agressives, elles sont simplement justes. Elles touchent là où la personne ne s'attend pas à être touchée. IOC n'est pas une méthode pour juger ou condamner, mais une invitation à voir plus clair. Voir clair dans l'autre et parfois en soi-même, car chaque fois que nous cherchons à comprendre le caractère de quelqu'un, nous sommes aussi confrontés à nos propres réactions, à nos propres fuites, à nos propres vérités. Observer l'autre devient alors un acte de lucidité, presque de courage. Dans un monde où l'apparence rassure plus que la vérité, savoir poser les bonnes questions devient une forme de sagesse. 2 questions seulement, capables de révéler bien plus qu'un long discours. 2 questions qui ne piègent pas pour blesser, mais pour révéler ce qui, d'ordinaire, reste caché. Le caractère véritable ne se manifeste presque jamais lorsque tout va bien. Dans les périodes de confort, l'être humain fonctionne sur des automatismes appris, des comportements socialement acceptables, des attitudes qui ont été récompensées par le passé. Nous sourions, nous coopérons, nous parlons avec mesure, non pas parce que nous sommes profondément ainsi, mais parce que le contexte nous y encourage. Le confort est un terrain lisse sur lequel chacun peut marcher sans révéler sa véritable posture intérieure. C'est précisément pour cette raison qu'il est trompeur de juger une personne uniquement à partir de ces moments calmes et maîtrisés. Et lorsque la pression apparaît, quelque chose se fissure. La pression peut être émotionnelle, morale, relationnelle ou même symbolique. Elle n'a pas besoin d'être violente pour être révélatrice. Il suffit qu'une situation échappe au contrôle habituel pour que les mécanismes profonds se mettent en marche. À ce moment-là, l'individu ne réagit plus selon ce qu'il souhaite montrer, mais selon ce qu'il est capable de supporter. La tolérance à la frustration, la manière de gérer l'injustice perçue, la réaction face à l'échec ou à la plante contradiction deviennent alors des indicateurs puissants du caractère. Plante sous pression, les valeurs abstraites prennent une forme concrète. Il est facile de se dire patient, empathique ou honnête lorsque rien ne vient contester ses qualités, mais lorsque le temps manque, lorsque la peur s'installe ou lorsque l'ego se sent menacé, ces mêmes valeurs sont mises à l'épreuve. Certaines personnes deviennent rigides, d'autres agressives, certaines se replient sur elles-mêmes, tandis que d'autres encore trouvent une capacité inattendue à rester présentes et lucides. Ces réactions ne sont pas choisies consciemment, elles émergent de couches profondes de l'histoire personnelle, de l'attachement, blessures et des ressources intérieures. Pleine de la pression agit comme un révélateur chimique. Elle rend visible ce qui était déjà là, mais invisible à l'œil nu. Elle n'invente rien, elle met en lumière. Une personne qui méprise les autres ne devient pas méprisante sous pression. Elle cesse simplement de dissimuler ce mépris. Une personne profondément respectueuse peut le vaciller, mais elle cherchera malgré tout à préserver un lien humain.
Ce sont ces micro-comportements, souvent rapides et non verbalisés, qui racontent la vérité psychologique d'un individu. Il est important de comprendre que cette révélation n'est pas morale, elle est humaine. Être mis sous pression n'est pas un échec, c'est une condition normale de l'existence. Celui qui importe, ce n'est pas d'observer une réaction parfaite, mais une réaction cohérente. La cohérence entre ce que la personne dit être point et ce qu'elle fait lorsque la situation devient inconfortable. C'est là que le caractère cesse d'être un discours et devient une dynamique vivante dans les relations. Beaucoup de malentendus naissent parce que l'on confond gentillesse de surface et solidité intérieure. Une personne peut être charmante tant que rien ne la dérange, puis devenir froide ou violente dès qu'une limite est posée. Une autre peut sembler réservée ou maladroite, mais montrer une stabilité remarquable lorsque les choses se compliquent. La pression redistribue les rôles, elle inverse parfois les impressions initiales, elle déplace les certitudes. Plein observeur, quelqu'un sous pression demande du temps et de l'attention. Il ne s'agit pas de provoquer volontairement des situations difficiles, mais de rester attentif à ce qui se passe lorsque la vie, naturellement, apporte ses défis. La manière de parler à quelqu'un qui n'est plus utile, la réaction face à une erreur, l'attitude envers plus vulnérable que soi, autant de scènes ordinaires où le caractère se manifeste sans mise en scène. Comprendre que le caractère se révèle sous la pression permet aussi une forme de compassion lucide. Nous réalisons que chacun réagit avec les plans, outils qu'il possède à cet instant précis. Certains outils sont raffinés, d'autres rudimentaires, mais ils racontent tous une histoire intérieure. Voir cela, ce n'est pas excuser tous les comportements, c'est simplement accepter que la vérité humaine ne se trouve pas dans les moments où tout est maîtrisé, mais dans ceux où le contrôle se fragilise, où l'être est contraint de montrer comment il tient debout lorsque le sol tremble, lorsque les certitudes se fissurent, lorsque la situation exige plus que des mots et révèle la structure intime sur laquelle repose toute une manière d'être au monde, s'ouvre sans même que la personne en ait pleinement conscience. Les paroles donnent l'illusion de la connaissance. Elles sont organisées, réfléchies, s'ouvrent adaptées à ce que l'autre attend d'entendre. L'être humain parle avec ce qu'il sait de lui-même, mais surtout avec ce qu'il souhaite montrer. Les mots sont des constructions sociales, des ponts entre l'intime et l'extérieur, et comme tout pont, ils peuvent être embellis, renforcés ou dissimulés. C'est pourquoi se fier uniquement au discours pour comprendre quelqu'un conduit s'ouvre à une compréhension incomplète, parfois totalement faussée. Les réactions, au contraire, surgissent avant le contrôle. Elles apparaissent dans ces fractions de secondes où le corps et l'émotion plein répondent plus vite que la pensée. Un silence soudain, une crispation du visage, un changement de ton, une fuite dans l'ironie ou l'agressivité sont des réponses points qui échappent à la mise en scène consciente. Là où les paroles sont choisies, les réactions sont révélées, elles trahissent les peurs, les besoins, blessures et les limites internes bien plus fidèlement que n'importe quelle déclaration. Il fait à l'inattendu, le système intérieur se réorganise en urgence. L'individu n'a plus le temps de polir son image, il cherche avant tout à se protéger ou à rétablir un équilibre. Cette protection peut prendre des formes multiples. Certains attaquent pour ne pas se sentir vulnérables, d'autres se ferment pour éviter la douleur, d'autres encore cherchent immédiatement à contrôler la situation. Ces réactions ne sont pas aléatoires, elles suivent une logique émotionnelle profondément ancrée, sont acquises très tôt dans la vie. Les paroles promettent, expliquent, justifient. Les réactions, elles, montrent ce qui se passe réellement quand le plan initial ne fonctionne plus. Une personne peut parler longuement de tolérance, mais s'irriter violemment à la moindre contradiction. Une autre peut affirmer son détachement émotionnel, tout en manifestant une anxiété intense dès qu'un lien est menacé. Ce décalage n'est pas nécessairement un mensonge volontaire, il est souvent le signe d'une méconnaissance de soi.
Beaucoup de personnes croient sincèrement être ce qu'elles disent jusqu'au moment où la réalité les contredit. L'inattendu agit comme un test non préparé, il désorganise, pointeur, le récit intérieur et oblige l'individu à répondre point avec ce qu'il a réellement intégré, non avec ce qu'il a appris à réciter. C'est dans ces moments que l'on observe la capacité à réguler ses émotions, à reconnaître sa part de responsabilité, à écouter malgré l'inconfort ou au contraire à se défendre coûte que coûte. Ces réactions sont précieuses parce qu'elles sont authentiques, même lorsqu'elles sont maladroites ou excessives dans les relations humaines. Apprendre à observer les réactions plutôt que de s'accrocher point-tête aux paroles permet une lecture plus fine et plus réaliste. Cela évite les illusions et les attentes irréalistes. Il ne s'agit pas de piéger l'autre, mais de comprendre comment il fonctionne lorsqu'il est déstabilisé. Une relation saine ne repose pas sur l'absence de tension, mais sur la manière dont ces tensions sont traversées. Les réactions en disent long sur la capacité à réparer, à dialoguer, à se remettre en question. Et il est également essentiel de reconnaître ses propres réactions face à l'inattendu. Nous nous jugeons souvent à travers nos intentions, alors que les autres nous perçoivent à travers nos comportements spontanés. Prendre conscience de ce décalage est une étape importante de maturité psychique. Cela permet de travailler sur soi, non pas pour devenir irréprochable, mais pour devenir plus cohérent. La cohérence naît lorsque les réactions commencent à se rapprocher des valeurs que l'on affirme. Les réactions ne sont pas figées. Elles évoluent avec l'expérience, la sécurité intérieure, la compréhension de ses propres mécanismes, mais à un instant donné, elles offrent une photographie fidèle de l'état psychique d'une personne. Ignorer cette photographie au profit de belles paroles revient à regarder un paysage à travers une description plutôt qu'avec ses propres yeux. Les mots peuvent inspirer, rassurer, séduire, mais ce sont les réactions, surtout lorsqu'elles sont confrontées à l'imprévu, qui révèlent la structure émotionnelle réelle, la capacité d'adaptation, le rapport au pouvoir, à la vulnérabilité et au lien. Autant d'éléments essentiels pour comprendre qui est réellement Pointa, quelqu'un au-delà de ce qu'il affirme ou promet, dans ces instants précis où la vérité surgit sans protection et laisse apparaître la pointe dynamique intérieure qui guide les choix et les comportements les plus déterminants. Les questions simples ont une puissance que l'on sous-estime souvent. Leur apparente banalité rassure, elle donne l'impression d'un échange ordinaire sans enjeu particulier. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui leur permet de contourner les défenses habituelles. Lorsqu'une question est trop complexe ou trop directe, l'esprit se prépare, construit une réponse, active les filtres sociaux et moraux. À l'inverse, une question simple glisse sous la vigilance, elle ne semble pas menaçante, elle n'annonce pas qu'elle va toucher quelque chose de sensible. Une question simple agit comme un miroir discret, elle ne force pas, elle reflète. Elle ne demande pas une démonstration, mais une position intérieure. Ce qui est observé n'est pas seulement la réponse verbale, mais la manière dont la personne entre en contact avec la question. Le temps de silence, le regard qui se détourne, l'humour utilisé pour esquiver, l'agacement soudain ou au contraire la profondeur inattendue de la réponse raconte bien plus que le contenu lui-même. La question devient alors un révélateur de la relation que la personne entretient avec elle-même. Et ces questions prennent toute leur force lorsqu'elles touchent des zones où l'image de soi est fragile. Elles n'attaquent pas frontalement, elles invitent à se situer. Par exemple, demander comment quelqu'un réagit face à l'échec ou à l'injustice semble anodin, mais oblige à révéler un rapport intime à la responsabilité, à la honte ou au ressentiment. La personne peut se décrire comme victime, comme combattante, comme observatrice ou comme fuyante. Chacune de ces postures reflète une construction psychique profonde, souvent installée depuis longtemps. Et le piège n'est pas dans la question, il est dans l'impossibilité de tricher complètement. Même lorsque la réponse est socialement correcte, quelque chose déborde. Le ton employé, la rigidité du discours,
La nécessité de se justifier excessivement signale une tension interne. La simplicité de la question empêche la fuite dans des concepts abstraits. Elle ramène la personne à une expérience vécue, à un souvenir, à une émotion. C'est là que le masque se fissure légèrement, sans violence, sans accusation. Ce miroir simple sont particulièrement efficaces parce qu'ils respectent l'autre. Ils ne cherchent pas à humilier ou à dominer, mais à comprendre. Ils laissent une liberté de réponse, tout en exposant les mécanismes de défense. Une personne à l'aise avec ses zones d'ombre peut répondre avec nuance, reconnaître ses limites, accepter l'imperfection. Une personne très défensive aura tendance à rationaliser, à généraliser ou à se placer au-dessus de la situation. Ces différences ne sont pas des verdicts, mais des indications précieuses sur le degré de sécurité intérieure. Dans les relations humaines, savoir poser ce type de questions demande une qualité de présence. Il ne s'agit pas d'une technique froide, mais d'une écoute attentive. Le véritable intérêt n'est pas de collecter des informations, mais d'observer la dynamique relationnelle qui s'installe. Une question simple peut rapprocher ou éloigner, ouvrir ou fermer. La manière dont l'autre accueille cette ouverture en dit point long sur sa capacité à être en lien, à se montrer vulnérable, à tolérer l'ambiguïté. Il est également essentiel de reconnaître point que ces questions nous concernent autant que ceux à qui nous les posons. Elles nous obligent à accepter que nous aussi avons des zones sensibles, des réponses automatiques, des stratégies de protection. Le miroir fonctionne dans les deux sens. Plus nous sommes capables de regarder nos propres réactions sans complaisance, plus nous pouvons accueillir celles des autres avec justesse. La lucidité n'est pas une arme, c'est un outil de compréhension. Blandla, force des questions simples, réside donc dans leur discrétion. Elles n'annoncent pas leur impact, mais elles travaillent en profondeur. Elles permettent de voir au-delà des récits, au-delà des intentions déclarées, pour accéder à la structure émotionnelle réelle. Dans un monde saturé de discours et d'explications, elles offrent un accès direct à ce qui se joue silencieusement. Deux questions bien choisies peuvent ainsi devenir des passages, des seuils où l'autre se révèle malgré lui, non parce qu'il est contraint, mais parce que la simplicité de l'interrogation le place face à lui-même, là où les réponses ne sont plus des stratégies, mais de reflets de ce qui habite réellement à l'intérieur, s'ouvre depuis longtemps et qui se manifeste dès que l'on accepte de regarder, sans détour ce qui apparaît dans ce miroir inattendu. L'inconfort émotionnel est souvent perçu comme quelque chose à éviter, à faire taire ou à masquer. Pourtant, c'est précisément dans ces zones instables que la vérité humaine pointaire se manifeste avec le plus de clarté. Lorsque l'émotion devient inconfortable, elle échappe au scénario préparé, elle met le corps en alerte, elle modifie la respiration, elle trouble la pensée. Ce trouble n'est pas un défaut du système humain, il en est une fonction essentielle. Il signale qu'un point sensible a été touché, qu'une valeur, une peur ou un attachement est en jeu. Dans les zones de confort émotionnel, chacun peut maintenir une cohérence apparente. On sait quoi dire, comment se tenir, quelle image projeter. Mais dès que l'inconfort apparaît, cette cohérence devient fragile. L'individu doit alors improviser avec ses ressources réelles. Ce moment d'improvisation est fondamental car il révèle la manière dont la personne se régule intérieurement. Certaines cherchent immédiatement à apaiser, d'autres à contrôler, d'autres encore à fuir ou à attaquer. Ces stratégies ne sont pas choisies consciemment. Elles s'activent comme des réflexes de survie psychique. Et l'inconfort émotionnel met en lumière la relation que chacun entretient avec sa propre vulnérabilité. Pour certains, la vulnérabilité est vécue comme une menace, quelque chose qui doit être dissimulé à tout prix. Pour d'autres, elle est reconnue, parfois difficilement, mais sans être niée. Cette différence est essentielle pour comprendre le caractère. Une personne capable de rester présente dans l'inconfort, sans se rigidifier excessivement, montre une solidité intérieure particulière.
Non pas l'absence de peur, mais la capacité de la traverser sans perdre le lien à l'autre. C'est souvent dans ces zones que surgissent les réactions les plus sincères. L'agacement soudain, la tristesse non contenue, la colère qui déborde ou le silence prolongé sont autant de formes d'expression authentique.